Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique d'un film, La Petite Prairie au boulot, un film sorti en 2003 réalisé par Marceline Loridan Evans. C'est un film avec Anouk Aimée, Auguste Dill et Marilou Marini. C'est un film qui dure 1h30 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h30 dans La Petite Prairie au boulot? Eh bien, La Petite Prairie au boulot, c'est un titre qui est la traduction du terme polonais qui est Brzezinska, qui est un village polonais qui a été détruit pour construire le camp de Birkenau. Myriam, qui vit à New York depuis une 50aine d'années, revient en Europe pour la commémoration annuelle des anciens d'Auschwitz. Elle décide de retourner à Birkenau, là où jadis elle a vécu l'enfer des camps. Je l'avais vu au cinéma il y a plus de 15 ans, je dirais. J'ai écouté 2 conférences que vous trouverez facilement sur le net. Il y a une conférence de Stéphane Bou sur le film au Forum des Images et une conférence de la réalisatrice avec des interventions. C'est assez touchant. Ainsi qu'un article de Marc Benoît Créancier sur le site Il était une fois le cinéma.com. Vous trouverez de nombreux éléments, bien sûr, de ces conférences et textes dans cette critique. Parce que c'est un film, bien sûr, un petit film assez confidentiel, et donc pour trouver des informations, eh bien ce n'était pas facile, mais il y a des gens qui se sont penchés sur ce film-là, je les en remercie, et à mon tour je vais essayer de vous donner un petit peu l'envie de voir ce film. La critique ne sera pas longue, je vous rassure, mais il y a quelques points intéressants, ne serait-ce que le mettre en avant, parce que ce sont des films comme celui-ci qui nous font miroiter un petit peu le trauma, la mémoire traumatique qui continue de sévir sur des générations qui ont vécu ces camps-là, et finalement aussi un devoir de se remémorer ce qui est maintenant quasiment absent visuellement sur les lieux de l'horreur. C'est un petit film, mais un petit film qui va utiliser tout ce qu'il peut pour narrer en fait le parcours, la quête, l'aventure de cette vieille femme. C'est un film à la première personne, puisqu'on doit s'identifier à cette femme, à Myriam. Donc on utilise quelque chose d'assez classique, la voix off. Puis ça donne aussi une impression de film en fin de vie. Vous savez, avec les vieilles personnes, un film vraiment concentré sur elles, ça donne une impression un petit peu de film qui a besoin d'une petite canne pour se déplacer. La canne, c'est aussi la voix off, ça renforce, comme si le film ne suffisait pas par lui-même, on rajoute de la voix off pour insister davantage. Trop documentaire ou trop fiction, c'est un petit peu entre les deux, c'est une fiction autobiographique. Pour le coup, entre autobiographique et des passages imaginaires, avec le retour d'un refoulé qui vient presque par accident. On ne peut jamais contrôler vraiment la mémoire. Des fois, il y a des éléments qui nous donnent l'impulsion de se remémorer quelque chose d'autre, alors qu'on ne l'avait pas prévu. Et elle ne veut pas, justement, se souvenir, mais elle est irrémédiablement attirée vers cette horreur. Donc, si ce n'est pas un témoignage direct de ce qui s'est passé dans les camps, c'est le témoignage de ce qui se passe quand on l'a vécu. Ce n'est pas donc une pure fiction. Il y a ce retour au passé qui se fait progressivement. D'abord, elle passe à Paris, mais aussi après au camp. On a une étape, on se rapproche de plus en plus du centre des horreurs, en passant d'abord par l'Europe, le Paris qui a aussi vécu ces horreurs. Le film continue à s'avancer vers le camp un petit peu par moments, à la manière de ce qu'avait fait Lanzmann quand ils ont filmé Shoah. Il y a quelques points qui sont assez semblables, notamment filmer le vide et le silence. Ça, c'est quelque chose qui est propre à Shoah, c'est qu'on filme l'absence d'horreur et le témoignage, la voix off ou le témoignage de la personne va remplir ce vide par l'horreur qu'elle a vécue elle-même. Donc un effet de déplacement. Ici, on a cette impression, particulièrement vers la fin quand elle arrive justement dans les lieux. C'est une tentative de représenter une conscience de l'événement. Comme j'avais entendu ce terme, la conscience de l'événement, et c'est très juste, c'est que l'événement n'est plus là,
mais il faut en témoigner en fait sa consistance, son essence, et aussi bien frapper les esprits sur la puissance que ça avait été. Et dès la 20e minute, on y est déjà. On entre dans cette forêt, c'est un peu pénétré dans la mémoire de l'extermination. Les arbres cachent bien sûr les bâtiments qui ne sont plus là. Ils cachent le secret. Et on ne joue pas sur une thématique. Non, c'est quelque chose d'extrêmement concret ici. C'est clair. Et en étant sur les lieux et en traçant un parcours, elle se remémore. Elle essaye de reconstituer l'architecture. Et en cela, elle joue aussi avec sa mémoire. Et en cela, elle effectue une sorte d'archéologie de la mémoire visuelle aussi, des réflexes, de la discipline, la mémoire d'un événement qui a vraisemblablement pu laisser de traces visuelles sur le dit lieu. Elle se réfère à sa mémoire physique, à sa mémoire automatique, en remarchant, en pensant retrouver les sillages dans lesquels elle a marché. Elle progresse dans les vestiges, puisque la réalisatrice disait, si je me souviens bien, parce que ça fait un moment que j'ai pu regarder les conférences, qu'elle avait creusé des fosses près du crématoire. Donc elle essaye de se souvenir, en même temps que la réalisatrice. Il y a un angle d'approche, en même temps très personnel et aussi respectueux. Il y a un sens à donner au lieu. À qui appartient Auschwitz ? Il y a une singularité de leur mémoire, ceux qui l'ont vécu, et aussi celle des générations à qui appartiendra le camp. Et ça crée une relation très étrange avec ce jeune photographe allemand et cette femme. Ce photographe allemand qui semble issu vraiment d'un autre monde, et cette femme qui est perdue dans le passé. Donc le même lieu est vécu, ressenti d'une autre façon. Si on devait faire un parallèle ridicule et malheureux, peut-être qui vous parlera, c'est que vous avez vu le dernier, je suis sûr que certains d'entre vous ont vu le dernier Marvel avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Eh bien imaginez que la pauvre Myriam, elle voit des choses que le photographe allemand ne voit pas, parce qu'elle est dans un autre multivers, voilà, le multivers des nazis Madness, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle est vraiment en fait dans cette optique de se souvenir en fait d'un autre lieu, mais qui est en surimpression. On peut vraiment parler là de surimpression du lieu dit qui est en ruine, et que seul le photographe, qui lui n'a jamais connu ce lieu, ne peut voir. Donc il accompagne cette femme pour voir autant elle peut voir ce lieu-là. Donc une relation très, très angoissante au final, parce que ce jeune Allemand ne se rend pas compte de la violence qu'elle subit en revenant dans ce lieu-là et en se reconfrontant à son passé. Et ce camp est d'autant plus angoissant qu'il est silencieux, mais il n'est jamais vide. Il est vide visuellement, practicalement, il est vide, mais il a toujours été rempli pour les gens qui ont vécu là-bas. C'est un lieu qui est confus, dans un sens entier, et plutôt bon du terme. Il y a une véritable confusion qui amène, après, quand le lieu n'existe plus, à une confusion de génération. C'est un lieu aussi qui est rendu à sa banalité. Selon Stéphane Bou, il parle de pointer le rapport scandaleux entre la nature impassible et le crime qu'elle recouvre. Encore une fois, cette idée, comme je vous disais, de couche, de surimpression. Nous avons une nature très belle et des arbres, mais qui sont par-dessus un passé qui a été un passé terrifiant, le plus terrifiant des passés de notre Europe. Et il y a une scène que je trouve extrêmement violente, c'est quand il y a cette femme qui se retrouve dans une boîte de nuit où ça danse et ça fait la fête, alors que c'est juste à côté du camp. Une jeunesse insouciante, encore une fois ce photographe allemand, une jeunesse qui ne se rend pas compte, et une jeunesse qui oublie. Et ça, c'est vraiment terrifiant. Encore une fois, nous avons deux niveaux. À chaque fois que nous n'avons pas une scène où nous sommes pleinement avec Myriam, c'est une scène qui va la mettre en opposition, peut-être pas en opposition, c'est un terme trop fort, mais qui va la mettre en rapport avec une autre réalité, celle qui est actuelle, celle qui n'est plus celle des années 40, et bien sûr celle avec laquelle elle essaye de communiquer
communiquer son malaise, communiquer sa mémoire, encore une fois vis-à-vis aussi de ce photographe allemand. Et Stéphane Bou continue et il dit « Il y a le devoir de mémoire et le devoir de vivre. Le corps a souffert, mais il doit reprendre ses droits. Autrement, il risque de terminer prisonnier comme celui de Rachel qui survit en hôpital psychiatrique. Elle est simplement une femme qui a réappris à vivre. Et la vie prend sa revanche, bien sûr, sur les camps. » Et le film se termine justement par son cri là, « Je suis vivante ! Et oui, les nazis, je vous ai niqué, je suis encore là !» Et bien sûr, son départ du train. Un train qui la renvoie, en fait, non plus dans un camp, mais qui la renvoie chez elle. Donc c'est le train qui défait ce pourquoi, dans ces lieux-là, il a été fait. Donc on est sur l'utilisation du train en négatif par rapport à ce qui se faisait à l'époque dans ces lieux-là. Je vous renvoie à tout ce passage dans Shoah où on montre le train qui amène les wagons à Treblinka. Et un très très long passage où on explique vraiment la fonction du train, un truc terrifiant, hein. Et là justement on utilise le train, et il fallait que ce soit présenté comme ça, on utilise le train pour la renvoyer vers la vie et non plus vers la mort. Le titre allemand du film, c'est Birkenau und Rosenfeld, un rapport qu'on installe entre le personnage et le camp, entre le lieu et la victime. La réalisatrice s'appelle Marceline Rosenberg et le personnage s'appelle Myriam Rosenfeld. Il y a clairement une idée de double qu'on veut installer. Patrick Bou, dans la conférence, le précise, pour Marceline, la réalisatrice, il s'agit de traquer son double, son ombre, une place vide, une absence. Traquer son ombre, traquer bien sûr elle, plus jeune, donc retrouver la mémoire et insérer cette mémoire dans le personnage principal. Mettre en scène sa propre vie et diriger quelqu'un qui est un double de soi-même, c'est un travail d'explication pour qu'ils comprennent bien pourquoi ils sont là et où ils vont. Mais l'actrice principale ne savait pas qui était la réalisatrice, ce qu'elle a vécu. Donc il y a eu un travail de discussion très long entre les deux personnes et la réalisatrice devait transmettre à la comédienne. Ce n'est pas évident. Le personnage principal a donc une intériorité un petit peu énigmatique. C'est un personnage qui ne se dévoile que dans le lieu même. Elle préfère être silencieuse que plutôt parler. Elle observe. C'est quelqu'un qui s'isole. C'est quelqu'un qui reste secret envers elle-même, envers les spectateurs. Et puis, elle commence à avoir la mémoire dans la peau. Si je puis m'exprimer vis-à-vis de Jason Bourne, elle suit les rails. Ça donne presque l'impression d'une sorte de pèlerinage automatique quand elle se rapproche du lieu. Elle a de foudroyants regards qui sont lancés aux non-juifs croisés dans l'enceinte ou autour du camp. Personnage touriste qui dit qu'il n'y a plus rien à voir ici. Et bien sûr, elle se sent scandalisée parce que, comme je vous disais avant, elle voit des choses. Pour elle, le lieu continue d'être là, d'être présent. Elle continue à voir ou à vouloir voir ou essayer de se prouver qu'il y a des choses encore à voir alors qu'il n'y a plus rien à voir. Et pourtant, il y a aussi ce refus de ne plus revivre la même chose. Voir même à travers le décor désolé, voir de nouveau soi-même, l'idée de double. Donc tout ça est aussi dans la suggestion. Il n'y a pas tout d'un coup des effets spéciaux qu'il faut reconstruire le bâtiment en virtuel. On n'est pas du tout dans ce genre de film. Hein, mais il faut vraiment épouser la psychologie du personnage principal. On accompagne le travail de mémoire qui est fait par la réalisatrice, par l'interprétation du personnage principal. On ne raconte pas le fait, on suit le personnage. Et elle aussi, entre le besoin, le devoir, le refus de se souvenir. Et quand le personnage de Ginette lui rappelle où elles ont dû creuser, eh bien, Myriam doit reconnaître avec surprise qu'elle ne s'en souvient pas. Par la suite, une fois sur les lieux de la fosse, elle clame avec une énorme violence au photographe allemand
qui tente justement de lui faire entendre raison. Et si je veux pas m'en souvenir, moi, c'est un moment qui est assez fort. Hein, et je me rappelais encore de ce moment avant de l'avoir revu pour cette critique. Je me rappelais encore de ce passage que j'avais vu au cinéma il y a 15 ans, où elle est là, elle est en train de se souvenir. Elle veut croire qu'elle peut arriver à se souvenir tout en refusant de se souvenir. C'est assez fascinant ce moment. Elle est en train de déambuler dans le pré et elle hurle ça comme ça devant l'Allemand. C'est un moment qui est très très fort. Hein. Il y a plein de petites déclinaisons de passés remémorés. À la réunion des anciens déportés, on a la question de Myriam à Rachel. Quel numéro avez-vous sur votre ticket ? Bien sûr. Et idem, cela suscite alors du coup une peur enfouie. Elle ne trouve que comme réponse son numéro d'immatriculation. Une peur, une mémoire automatique. Quelque chose qui a été profondément enfoui en elle, qu'elle ressort comme ça, comme un réflexe mémoriel. Tout comme, et je parlais de Jason Bourne avant, Jason Bourne avait un réflexe moteur. Donc il avait de la mémoire dans la peau, le corps avait un réflexe de geste quand il y avait les flics là qui viennent l'arrêter dans le parc et lui il fait des gestes d'autodéfense et de combat sans le vouloir. Eh bien elle c'est la même chose, en fait elle a d'une mémoire réflexe parce qu'elle a tellement été conditionnée par l'horreur que, vous savez, c'est comme pour les gens qui ont subi des traumatismes dans la guerre et qui, dès qu'il y a un bruit fort de détonation, les mecs, ils ont des réflexes physiques. Eh bien là, c'est un réflexe de mémoire qu'elle a. Et d'une conversation d'usage conventionnelle, eh bien nous sautons directement par cet effet de mémoire dans un langage de l'intime. Et les dialogues prennent des allures de monologue. Elle essaye de reprendre un peu le contrôle des lieux quand elle est là-bas. Elle se réapproprie les lieux, elle tourne autour, elle fait pipi, elle se met devant le baraquement. Elle est ici, chez elle, elle fait ce qu'elle veut s'accaparer le contrôle. Là, le contrôle qui lui était refusé totalement à l'époque, quand elle était plus jeune, et bien là, elle veut prendre le contrôle. Il y a ce témoignage qui se fait dans une rencontre. Vous êtes condamné à voir le camp à travers mon regard. Elle est autant un vestige que le camp lui-même. Hein. C'est un vestige vivant. Et le photographe, justement, demande s'il peut la suivre. Et quand elle parle des camps, elle est de dos. Quand elle parle de ce souvenir, elle est de dos. Quand elle parle de souvenirs qui ne lui appartiennent pas, les horreurs ne sont pas montrées. C'est en cela aussi que le lien est à faire avec Shoah, clairement. C'est important de comprendre que le film est au présent et doit faire rappeler. C'est la même démarche que Shoah, clairement. Le film, dans un sens, maintient un peu le génocide dans la tête de sa protagoniste. Endurci, il faut rester, selon elle, endeuillé, pour ne pas trahir les morts, refuser le deuil et passer à autre chose. Non, on veut garder le poids de la douleur. L'acteur allemand, lui, eh bien, il a une fausse retenue, à laquelle je ne crois pas. Il dit qu'il est le petit-fils d'un officier SS. Après, elle se barre, et elle s'arrête, et elle revient pour lui parler. Enfin, c'est ce rapport, en fait, de dégoût et de finalement, oh, c'est pas grave, lui, il est innocent. C'est un petit peu cliché, mais bon, ce n'est pas un passage très long. Mais voilà, si on devait faire un petit reproche, moi je dirais oui, que c'est un rapport humain qui pourrait être tout à fait logique, mais qui est un petit peu cliché quand même sur les bords. Marceline Rosenberg, née de parents juifs polonais, immigrée en France en 1919, et au début de la Seconde Guerre mondiale, sa famille s'installe dans le Vaucluse. C'est là que Marceline entre dans la résistance. Elle est capturée par la Gestapo avec son père et est envoyée à Auschwitz-Birkenau par le convoi 71 du 13 avril 1944. Même convoi que Simone Weil. La réalisatrice a été déportée à l'âge de 15 ans et elle survit. Elle souhaite faire ce film dans les années 50. En 1963, elle rencontre et épouse le réalisateur de documentaire Joris Ivens, de 30 ans son aîné. Elle l'assiste dans son travail et co-réalise certains de ses films. Il y a un rapport fusionnel entre les deux. Elle a attendu d'être seule pour pouvoir faire ce film. C'est-à-dire qu'elle a vécu avec un homme qu'elle a beaucoup aimé pendant 30 ans.
et elle devait être seule face à elle pour faire ce film. Donc elle a quand même, quand elle a fait ce film, 75 ans. C'est un effort quand même démesuré pour la réalisatrice de revenir dans ces lieux. Comme pour le personnage de Myriam, pour elle, un lieu qui semble silencieux et gorgé de bruits affreux et affolants. Mais elle voulait raconter son histoire. Elle ne se sentait pas le droit d'utiliser les souvenirs des autres. Donc c'est vraiment son histoire, ce que nous avons vécu dans ce film-là. Production franco-allemande polonaise, nous connaissons la force des financements européens et aussi sa complexité. Pour une réalisation, c'est un film à petit budget, mais pour une réalisation très simple, des mouvements de caméra très simples, une mise en scène de l'accompagnement de l'actrice, avec des compositions fortes, qui montrent l'étendue du lieu, des décors qui imposent sa valeur face au personnage. Il y a quand même quelques petits moments comiques. La marche de Radetzky, et elle marche sur une allée au rythme qu'elle a appris par cœur, qui a un côté un peu automate boîte à jouer. Il y a aussi, et ça on l'avait, je crois que c'était dans la conférence où elle en parlait, elle voulait tourner dans le lieu, dans les camps, mais c'est compliqué de le faire sans autorisation. Même Spielberg n'a pas pu tourner dans ces lieux-là. Mais elle n'en avait rien à foutre. Elle disait « Je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Et une représentante de musée, Dorota Riska, disait que l'herbe était régulièrement coupée et la réalisatrice ne voulait pas qu'il soit coupé pour son film. Alors, la représentante de musée dit que il ne peut pas y avoir aucun décor supplémentaire, aucune scénographie. Le matériel doit être le plus léger possible et l'équipe réduite à son minimum. Elle doit respecter les règles qui s'appliquent à tous les visiteurs. Interdit de manger, de boire, de fumer et d'utiliser des téléphones portables. Mais le musée responsable des lieux demanda qu'on ne touche pas au lieu. Ils avaient un droit de regard, aussi sur le scénario, et ils ont supprimé des scènes, semble-t-il. Donc le comité du musée contrôler l'image du site. Mais ce n'est pas le dernier film tourné sur le site même, il y en a eu d'autres. Et malgré toutes ces interdictions et ces réglementations, elle a pu tourner dedans et on n'y voit que du feu. On a l'impression qu'il y a une vraie réappropriation, alors qu'il y a une suite de règles drastiques quant à sa capture et son jeu à l'intérieur. Et c'est un petit film mais qui parle avec une grande force de la mémoire de l'épisode le plus horrible de notre histoire européenne. C'est compliqué de noter un film comme celui-ci, mais c'est un film pour lequel je n'ai pas beaucoup, de sympathie. C'est-à-dire que ce n'est pas un cinéma très flamboyant, ce n'est pas un cinéma glorieux, mais c'est un film qui est nécessaire. Pour cela, je lui mettrai un 12 sur 20. Encore une fois, moi, étant donné que je ne fais pas partie de la génération qui a subi les conséquences du camp, ou qui a été directement affiliée au camp, eh bien, ce sont des récits qui m'échappent un petit peu. Et c'est tout à fait normal. On va dire, aller parler des camps à des générations post-2000, c'est encore plus flou. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est important de rendre compte, de se souvenir, que ce soit en documentaire comme choix ou en fiction comme ce film-là, La Petite Prairie au boulot, mais ce n'est pas un film qui me marque tant que ça. Noter un film comme celui-ci, c'est toujours... le problème, c'est que je lui donne une valeur, une note par rapport à une fiction divertissante, narrative et cinématographique, alors qu'ici, c'était... une œuvre de fiction, mais qui fait un travail de mémoire véritable. Donc la note est une prise de température du potentiel de divertissement narratif. Voilà. Donc on n'est pas sur cette dimension-là avec ce film-là. Comprenez bien que son intérêt, vraiment dans l'idée de retransmettre la mémoire et comment on fait vivre la mémoire dans le vide. Je devrais formuler la critique comme ça. La mémoire dans le vide. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors attention, le sujet n'était pas très glorieux, j'en suis désolé, mais en même temps, c'est une très très vieille critique, un texte que j'avais écrit il y a des années. Donc je souhaitais quand même l'enregistrer et c'est chose faite. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas
à essayer d'aller chercher le film. Si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas. Moi, ça me fait bien plaisir aussi de parler d'autres films. Voilà, vous savez, film américain, alors là, on n'en peut plus. Mais dès qu'il s'agit de creuser un peu d'autres films, des petits films, eh bien, il y a moins de gens, c'est plus, comment dire, privé. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a envie de le faire. On a envie de faire découvrir d'autres choses. Je vous remercie de votre présence, de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!